Mike Kaboué, je viens de l'Angleterre. D'abord, je remercie tous ceux qui se sont donné la peine de venir pour parler du Congo, leur patrie. D'abord, avant que je pose ma question, je m'oppose avec force que le Congo est zéro. Je m'oppose avec force. Alors, pour revenir... Zéro en termes d'enjeu stratégique. Je reviens sur... S'il vous plaît, laissez-moi poser ma question. Quand une question est bien posée, la réponse aussi sera appropriée. Quand une question est mal posée, la réponse, la solution à cette question qui était mal posée sera aussi mauvaise. Donc, je voudrais un peu clarifier ce que je veux dire. Donnez-moi 2 minutes, je vais donner une petite anecdote. Dans un village, il y avait un homme très puissant qui avait toute la richesse du village. Et cet homme se permettait de faire n'importe quoi. Et cet homme a décidé de prendre une jeune fille en mariage, qui n'était pas de son âge, qui était très jeune. Et la fille a trouvé que tout le village avait peur du puissant. Et qu'il n'y avait personne qui pouvait la défendre. Il fallait qu'elle se défende elle-même. S'il vous plaît, suivez ce que je suis en train de dire et transposez ça à l'État Congo. Donc, cette fille a dit, elle a trouvé qu'il n'y avait personne qui pouvait la défendre. Il fallait qu'elle se défende elle-même. Et l'homme, dans sa puissance de richesse, il se croyait aussi intelligent. Il a dit, ok, je ne voudrais pas que vous puissiez me traiter de dictateur ou de quelqu'un qui impose. Je vais prendre 2 cailloux. Un caillou noir et un caillou blanc. On va mettre dans un sac. Quand la fille va prendre un caillou, si elle prend le caillou noir, ça veut dire que je ne la prendrai pas en mariage. Mais si elle prend un caillou blanc, donc je la prendrai en mariage. Donc, c'est pour vous dire que je ne serai pas dictateur. Mais l'homme, quand il a mis les 2 cailloux dans le sac, au lieu de mettre un caillou noir et un caillou blanc, il a mis 2 cailloux blancs. Puisqu'il savait bien que la fille n'aura pas de choix. Puisque la fille ne prendra qu'un caillou blanc. Et les hommes qui étaient là, ils ont vu que le monsieur a pris 2 cailloux blancs et a mis dedans. Mais comme il était puissant, personne n'avait le courage de dire un mot. Il fallait maintenant, la fille a trouvé qu'elle n'était là qu'elle-même pour se sauver. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis la main dans le sac, elle a pris un caillou et là jeté ça par terre. Quand on veut chercher, elle dit non, s'il vous plaît, ce caillou je l'ai jeté par terre. Regardez celui qui est resté. Puisqu'on avait mis un blanc et un noir. Donc si vous regardez celui qui est resté dedans, vous saurez celui que j'avais pris, puisque celui qui est tombé est mélangé à d'autres. Quand on regarde, on voit que c'est le caillou blanc qui est resté. Ça veut dire qu'elle avait pris le caillou noir. Donc la fille s'est sauvée. Donc c'est le cas du Congo. Si nous, les Congolais, qui devrions nous sauver nous-mêmes, nous commençons à dire que le Congo est zéro, je trouve que nous n'allons pas nous sauver. S'il vous plaît, monsieur, nous sommes venus ici pour trouver les solutions à la crise du Congo. Ceux qui sont restés au Congo, ils disent que nous avons la diaspora, nous avons des grands professeurs, nous avons des grands ingénieurs, nous avons des grands médecins qui sont là en Europe, qui voient comment l'Europe est en train de fonctionner et qui trouvent des moyens pour venir nous sauver. Mais nous qui sommes ici, qui sommes l'espoir de ceux qui sont restés, si nous commençons d'abord par dire que le Congo ne vaut rien, donc je crois que l'espoir des Congolais est par terre. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Je pense que j'ai bien expliqué. La question a été posée sur la question de l'enjeu géostratégique. Je n'ai pas voulu qu'on discute sur un mot. J'ai voulu donner l'image de ce qu'est le Congo et de ce que nous devons faire pour sauver le Congo. Je ne me base pas sur des individualités. Je voudrais seulement donner l'image générale pour qu'à partir de cette image générale, nous puissions voir ce que nous pouvons faire pour sauver notre pays. Nous avons bien on prend la dernière question. Je ne suis pas sûr que ça prendra 30 secondes. Si ça prend 30 secondes, ça peut attendre. On prend la balle, mais on n'a plus de temps. Je vous remercie. Je voudrais demander à M. Kabamba de nous expliquer un petit peu l'importance des hydrocarbures et de la forêt
dans le cadre des enjeux géostratégiques et des enjeux globaux. Donc les hydrocarbures au Congo et la forêt au Congo, dans la géopolitique, dans la géostratégie et dans les enjeux globaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Merci. Donc, oui, voilà. Allez-y, comme ça il répond aux deux questions en même temps. 30 secondes. Oui, ne vous en faites pas. C'est chaque fois la dernière fois en ligne pour la Belgique. Monsieur Bokabamba, vous avez parlé de l'armée où on ne sait pas, où il y a toujours les factions comme c'était juste après Sun City. Ma question c'est celle-ci. Où se trouve le mal? Donc ça c'est ma première question. Ma deuxième question, elle est toute petite. Vous avez dit, vous ne croyez pas aux hommes politiques et que le peuple se prend mieux en charge lui-même que quand il se prend en charge. Ma question c'est celle-ci. Est-ce que vous pouvez affirmer que, quelles que soient les situations, aucune force politique au Congo n'est en mesure de décréter une ville morte ou une marche et que le peuple obéisse, sous-entendu que le peuple n'est pas suffisamment mature politiquement? Merci. La question liée aux hydrocarbures, il y a des études qui ont été faites depuis maintenant plusieurs années qui démontrent effectivement qu'il y a un potentiel au niveau hydrocarbures qui sont situés au niveau de la forêt. Il y a la forêt et puis il y a quelques gisements qui ont été identifiés, lac Tanganyika, lac Édouard, qui ont d'ailleurs exploité par déjà au niveau de l'Ouganda. L'Ouganda qui exploite déjà et le Congo n'exploite pas encore. Bon, je ne passe pas le gaz, on connaît très bien, l'Ouganda a déjà commencé à exploiter le gaz, le Congo toujours pas. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel lié à l'exploitation des hydrocarbures, mais la difficulté qu'il y a, c'est que exploiter cet hydrocarbure coûte très cher par rapport à d'autres gisements qui existent, notamment pas très loin, c'est-à-dire en Angola, et c'est-à-dire aussi Congo-Brazzaville, Gabon, etc., Nigeria et tout. L'approvisionnement, où va le pétrole? Le pétrole va essentiellement d'une part en Chine, États-Unis, Europe. La Chine a mis la main sur le Soudan de manière très claire en disant on sécurise l'approvisionnement de notre pétrole venant du Soudan. 6% de l'approvisionnement de la Chine vient du pétrole africain. Donc le principal approvisionnement du pétrole africain de la Chine vient du Soudan. Ils ont investi, ils ont tout fait pour que ce soit le cas. Une autre partie vient de l'Iran, vient de l'Irak, etc., etc. Le pétrole des États-Unis venant de l'Afrique vient essentiellement du Nigeria, vient essentiellement aussi beaucoup de l'Angola, et aussi la même chose par rapport à l'Europe. Donc par rapport à le Congo, représente infime production qui est produite au niveau de Moanda, c'est une infime production et qui alimente essentiellement l'Europe. Donc c'est même pas une grande production, et la capacité de pouvoir arriver à investir avec le prix du baril ne pousse pas les pétroliers à pouvoir investir. Donc cet enjeu-là ne compte pas. L'enjeu lié à la forêt est très simple. Vraiment, vous allez comprendre de manière très simple. C'est-à-dire que l'on est dans le contexte du réchauffement climatique. Comme on est dans le contexte du réchauffement climatique, et l'on sait très bien qu'on a la question liée aux poumons qu'il faut préserver, et la différence qu'il y a quand on parle du bassin du Congo, le bassin du Congo n'est pas uniquement le Congo, mais c'est la Centrafrique, Congo-Brazzaville, Gabon, une partie de Cameroun, qu'on appelle le bassin du Congo. Et le fait qu'on a eu un problème pendant la colonisation, les pays qui ont été sous colonie français, donc ont été colonisés par la France, ont connu une exploitation systématique du bassin du Congo. Ce qui n'est pas le cas du Congo RDC. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Mobutu avait laissé la politique coloniale qui consistait à essayer d'abord d'arriver à inventorier tout ce qu'il y avait comme biodiversité de cette forêt avant de commencer à penser à l'exploiter. La forêt congolaise, elle est vierge par rapport à la forêt du Congo, Brazzaville, Cameroun, etc. etc. Laissez-moi vous expliquer ce que je peux bien y arriver. Le problème se pose lorsque l'on parle maintenant par rapport au réchauffement. On dit qu'on doit refaire la forêt. Donc, on dit au Congo, faites le moratoire de la non-exploitation, de ne plus faire de permis d'exploitation
du bassin de la forêt congolaise, parce qu'on en a besoin par rapport au réchauffement. On donne des moyens au Congo-Brazzaville, Centrafrique, Libreville, Cameroun, à refaire la forêt. Là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est de la faute du Congo. On donne de l'argent aux autres pour refaire le Congo, on ne donne pas aux Congolais pour préserver sa forêt. Et ça, c'est les conclusions de la conférence de Copenhague, et où le Congo a été gravement absent. Et d'ailleurs, c'est l'Afrique du Sud qui a essayé, dans la mesure du possible, d'essayer de défendre le point de vue du Congo. Et donc l'enjeu, même lié à ça, n'y est pas, puisque simplement ce n'est pas. On demande au Congo de ne pas exploiter. Et Greenpeace, les ONG sont là pour dénoncer. Vous le suivez tous les jours, tous ceux qu'on a arrêtés. On a arrêté dernièrement l'exploitation du bois rouge en Zambie. Et on a démantelé la filière du bois, etc., pour qu'on ne puisse pas l'exploiter et que ça puisse rester le poumon de l'Afrique. Et ça, c'est la idée. Et celui qui en parle le mieux de cette problématique, vous le connaissez tous, Olivier Moucheté. Vous le connaissez tous, qui connaît très très bien ce dossier, pour avoir été à Copenhague, pour avoir été en Afrique du Sud, pour avoir été partout, pour aller faire vendre ce qu'on appelle le concept de puits carbone. On garde la forêt, mais vous nous payez pour pouvoir préserver la forêt. Malheureusement, cette position n'a pas été adoptée, c'est plutôt la position de refaire les forêts, celles qui existaient, c'est-à-dire la forêt de Congo-Brazzaville, Libreville et Cameroun, plutôt que le faire au Congo. Alors, sur la question du politique, en disant oui, je dis clairement, et je l'affirme, que ce n'est pas l'immaturité de la population congolaise. Justement, c'est la maturité de la population congolaise. Et que la population congolaise, elle est fatiguée de pouvoir chaque fois être le dénonce de la face par rapport à l'utilisation qu'on a fait d'elle lorsque l'on a besoin d'elle pour concernant les villes mortes, pour ce qui concerne les manifestations. Et lorsqu'elle-même, elle décide, sans que le politique ne l'oblige à faire quoi que ce soit, elle a plus d'impact par rapport à ces dynamiques. On l'a vécu de manière claire au moment de la loi électorale qui allait conditionner les élections, la constitution de la liste électorale par rapport au recensement. La population est descendue dans la rue et le pouvoir a reculé. Des manifestations qui ont eu lieu en septembre, en décembre, ce n'est pas par rapport à l'appel des politiciens qui ont fait descendre la population dans la rue. La population dans la rue s'est organisée, d'ailleurs même à un moment donné, on ne comprenait pas comment ça se fait. Il y a des manifestations à Lemba, des manifestations en Gaba, des manifestations dans tel coin, sans qu'il ne puisse pas y avoir de mot d'ordre. Et en même temps, pourquoi? Parce que tout simplement à ce moment-là, il y avait une forte tension qui était au niveau des discussions qui n'avançaient pas, et que l'opposition n'arrivait même pas à donner un mot d'ordre par rapport à ce qu'il fallait faire, parce que tout simplement, ils étaient en négociation pour les accords de la Saint-Sylvestre. Et la population, elle a réagi. Ce n'est pas qu'à Kinshasa, à Bukavu, Mbuji-Mayi, Kananga, Lubumbashi, Goma, eux-mêmes sont descendus dans la rue sans avoir. Et je dis, de l'observation qui en est faite, les forces politiques congolaises, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, se sont tellement décrédibilisées auprès de la population que la population, pour ma part, c'est pour ça que je dis, par rapport à l'une des pistes, c'est la piste de la population qui peut amener un changement de la dynamique politique telle qu'elle se fait. Merci. Voilà. Merci à nos invités. Merci à Machu qui a soutenu quand même ce module qui était un module quand même très très difficile. Merci à Madame Juliette pour la transcription de ce que les intervenants disaient. C'est la fin donc du premier module. Le deuxième module sera très intéressant aussi parce que nous allons écouter justement M. Cheikh Fita qui nous parlera des apports et du rôle de la diaspora. On a déjà fait quelques allusions par rapport à ça. Nous aurons aussi M. Justin Wabi qui doit être dans la salle, je crois. Qui va donc remplacer Madame Marie-Louise Efekede pour le compte du MLC en Belgique. Docteur Kabanda ne sera pas là. Merci beaucoup et place à la modératrice. Allô, alors bonjour tout le monde. Merci Pat pour la parole. Alors, en tant que modératrice, moi je suis là pour partager la parole entre le public et les orateurs. Néanmoins, avant de donner la parole à Cheikh Fita, je voudrais quand même dire un petit mot à propos de ce module. Donc, le module il est intitulé « Agir dans l'actualité ».
Je pense à deux choses que je voudrais dire par rapport à ce thème. Je suis de la diaspora, j'appartiens à la diaspora, et je crois que agir dans l'actualité, c'est d'abord chercher à se mettre là où se prennent les décisions. Donc nous sommes membres de la diaspora. Si nous pensons que nous devons agir, que c'est notre devoir, il faut chercher à trouver des places où se prendre des décisions et se mettre là et agir là. Deuxième chose que je voudrais dire aussi par rapport à... Et quand je parle des places où se prennent des décisions, ça peut être sur le plan politique, économique, social, culturel, et pas seulement sur le plan politique. L'économique est important, le culturel, le social et le politique sont importants, ils doivent aller de pair. Alors la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand nous voulons agir sur l'actualité, il faut s'adresser à des personnes qui sont compétentes pour pouvoir nous écouter et pour pouvoir faire quelque chose. Donc, ça ne suffit pas d'être là où il faut, ça ne suffit pas de faire des documents, d'écrire des documents. Encore faut-il trouver des personnes compétentes à leur place pour leur adresser les messages que nous voulons leur adresser. Alors cela étant dit, je vais passer la parole à Cheikh Fita. Vous disposez de 10 minutes, c'est ça? Oui, c'est bon. C'est bon, ok. Je vais y veiller. Bien, merci beaucoup à la Convention des Congolais de l'étranger de m'avoir associé à... C'est quoi, c'est un congrès? Associé à ce colloque, et je souhaite courage parce que je vois donc la détermination de la direction de ce congrès. Ça fait plusieurs fois qu'ils sont dessus, ils ne se fatiguent pas. Il faudrait que ça aboutisse un jour, je le souhaite, et j'aimerais également y contribuer. Le rôle, l'apport et le rôle de la diaspora. Je vais parler d'une expérience, ou mieux d'une initiative que nous avons prise au lieu de faire de la théorie. Moi, je ne suis pas professeur d'université, moi, je suis un journaliste, je suis un activiste et je voudrais que les choses changent. Eh bien, l'initiative, c'est laquelle? Nous sommes une dizaine. D'abord, historiquement, il y a 2 ans, nous avions créé une plateforme appelée Antenne Monde de la société civile de la RD Congo. Mais quel était le but de cette plateforme? Tirant les leçons des élections de 2011, on avait constaté que les résultats proclamés ne reflétaient pas nécessairement la vérité des urnes. Et où était la faille? La faille était du fait que dans le cadre de l'opposition, on n'a pas pris suffisamment de dispositions pour ne pas se voler la victoire. Et pour ne pas se voler la victoire, il fallait quoi? Il fallait qu'il y ait des observateurs, il fallait qu'il y ait des observateurs dans chaque bureau, qui fassent la compilation, comme on le fait ici, de telle sorte qu'on avait des documents à opposer au pouvoir. Ça n'a pas été le cas et à beaucoup de circonscriptions, ce qui fait qu'on a fait une confiance aveugle à la CENI. La CENI a fait ce qu'elle voulait, autrement dit ce que M. Kabila voulait. Et donc nous avons créé cette antenne. Nous voulions faire quoi? Nous voulions qu'aux prochaines élections, sous-entendu en 2016, on a créé le site, on a fait la cartographie du pays et que nous qui sommes ici, qui avons la facilité de communication, qu'on soit en interface avec nos amis qui sont au pays dans différentes circonscriptions. Mais il s'est fait qu'en 2016, il n'y a pas eu d'élection. Et dans notre plateforme, nous avons réfléchi, nous nous sommes dit, s'il n'y a pas eu des élections, c'est qu'encore une fois, nous avons été quelque peu distraits. Ceux qui ont fait qu'il n'y ait pas des élections, eux savaient qu'ils le feraient et qu'il n'y aurait pas. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où on n'a plus une seule institution donc, légitime. Et nous nous sommes dit ceci. Bien sûr, la situation qu'on traverse, elle est un peu floue, mais à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait des élections. Il n'est pas exclu, comme a dit un orateur, qui est soulèvement, qui est révolution, peu importe ce qui va arriver, mais à un moment donné,
il sera nécessairement obligatoire de passer par les urnes. On ne voudrait pas qu'on fasse comme en 2011. Et nous, on se dit ceci. S'il y a les élections, qui seront candidats? Ceux qui sont au pouvoir, qui ont volé l'argent, et ceux qui sont dans l'opposition. Et après, nous qui vivons ici dans la diaspora, qu'est-ce que nous allons avoir comme dividende? Et déjà en 2011, on n'a pas eu de dividende. On s'est dit que nous sommes une force, pas qui s'ignore, mais une force qui, si elle s'organise bien, est en mesure d'influer sur la marche du pays. C'est ainsi que, dans le cadre de notre plateforme, nous avons créé un mouvement appelé Génération RD Congo Plus. C'est quoi? Nous sommes à 10. La semaine prochaine, nous allons faire une réunion. On en a déjà fait beaucoup. Et nous nous sommes dit, chacun de nous va cotiser $100. Donc la semaine prochaine, nous allons ouvrir un compte bloqué où on mettra 1000 €. Et puis, nous nous sommes dit que chacun de nous, par la suite, aille recruter 10 personnes de la diaspora qui mettent chacun 100 €. Avec ça, nous pouvons avoir 10 000 € par mois. Enfin, la partie la plus compliquée, c'est pour ça que je tenais vraiment à venir à cette rencontre internationale. Nous nous sommes dit, on ne va pas se limiter seulement à la Belgique. Les Congolais vivent dans plusieurs pays. Et effectivement, quand j'étais passé en Suisse, à la dernière convention des Congolais de l'étranger, j'en avais parlé, mais à ce moment-là, on n'avait pas encore démarré. On s'est dit, s'il y a 100 Congolais en Belgique, 100 en Suisse, 100 en France, 100 dans 10 pays, et qu'il y a 1000 Congolais qui mettent chacun 100 €, ça fait 100 000 € par mois. Après 5 mois, ça fait 500 000 €. C'est le défi que nous nous sommes lancés. Eh bien, maintenant, cet argent-là, si nous l'avons, qu'est-ce que nous allons en faire? Pour que le Congo change au pays, pas ici. Au pays, si vous allez demander aux gens de cotiser l'argent, ils ont déjà assez de problèmes que ce serait vraiment les provoquer. Nous qui vivons ici, 100 €, ce n'est pas la mer à boire. Ici en Belgique, nous sommes entre 60 et 100 000 Congolais. On n'a pas besoin de tous les 100 000, mais on voudrait que ceux qui pensent que toute leur énergie, toutes les nuits, ils ont des cauchemars par ce qui se passe au Congo, qui voient comment est-ce qu'ils peuvent influer, qu'ils peuvent intervenir pour que ça change. Le monde est guidé par le rapport de force. Les faibles sont bouffés par les forts. C'est comme la jungle. Ceux qui ont tous les moyens, ils asservissent ceux qui n'en ont pas. Et donc, si vous ne voulez pas être bouffé, il faut avoir une certaine force. La force dans ce monde d'aujourd'hui, c'est l'argent. Quand vous avez l'argent, on vous regarde autrement. Quand vous n'avez pas d'argent, vous réfléchissez comme quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et donc, notre objectif, c'est celui-là. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons être en interface avec des associations au Congo. Et sur notre site, on a déjà mis la cartographie, comme je l'ai dit. Et l'objectif, c'est que, avec l'argent, le fonds que nous allons créer, on puisse soutenir des candidats de la société civile. Soutenir des candidats qui ne se sont pas fourvoyés dans la bouillabaisse politique. Et il y en a dans tous les villages, dans tous les quartiers. Il y a de ces professeurs, il y a de ces médecins, il y a de ces infirmiers, il y a des tas de gens qui, jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont pas laissés corrompre. Mais ces gens-là, ils ne pourront jamais être donc, des candidats parce qu'ils n'ont pas l'argent. Donc, avec 500 000 €, on est en mesure de faire élire 100 députés en mettant 10 000 € par député. Et donc, l'objectif final, c'est celui-là. Bien sûr, il y a certains détails purement pratiques que je ne donnerai pas parce que ça, on donnera à ceux qui vont adhérer. Et donc, si je suis venu ici, c'était un peu pour vendre mes choux. Et je voudrais que ceux qui pensent, qui sont intéressés, entrent en contact avec nous. On causera, on fera des séances de travail, on va leur expliquer. Et si nous ne le faisons pas, nous allons faire ce qu'on appelle l'attentisme. Parce que si vous regardez depuis 2003, nous sommes ici à l'étranger. À aucun moment, nous n'avons pu mobiliser de l'argent. Et sans argent, ça ne sert à rien de parler politique. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui étaient dans l'opposition depuis 30 ans et subitement, ils changent de langage.
Vous comprenez ce qui s'est passé. Et donc, si nous voulons vraiment que les choses changent, si nous voulons que nous qui vivons ici dans la diaspora, on puisse peser, on ne peut pas peser sans argent. Et donc, j'ai survolé ça rapidement. S'il y a des questions plus pratiques, je les donnerai donc, dans l'échange avec vous. Merci. Okay. Merci, Monsieur Chekfita.